Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Infogast et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Nassef Hmimda, bienvenue. Vous êtes directeur de la formation continue à Centrale Casablanca, à l'occasion de mettre en lumière notamment le master spécialisé en leadership et projets innovants que vous proposez au sein de votre établissement. Alors, les entreprises marocaines et africaines font face actuellement à des transformations économiques et numériques sans précédent, vous ne le savez que trop bien. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les nouvelles compétences managériales indispensables pour naviguer dans cette complexité? Écoutez, merci cher Wadia. Le monde, comme vous l'avez dit, a complètement changé lors des 4-5 dernières années. L'IA est venue, et pas que l'IA, on peut voir un peu tous les différents éléments, géopolitiques aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très très challengé en tant que manager pour avoir des compétences qui soient des compétences actuelles pour le faire. Et c'est vrai que dans une école d'ingénieur, je risque de vous surprendre en disant que on est dans un monde qui est à la fois technologique et c'est pas tant les compétences techniques et d'ingénierie qui aujourd'hui prédominent. C'est souvent des compétences qui permettent de gérer une certaine complexité. Alors je vais expliciter ça de manière très très claire, c'est-à-dire finalement remettre du sens dans tout ça. Aujourd'hui, le monde nous offre des technologies, des solutions qui permettent d'aborder, de créer, de générer. Encore faut-il bien solliciter ces technologies et pour y arriver, donc, il y a un certain nombre de compétences qu'on peut résumer dans le problem setting, c'est-à-dire comment poser les problèmes, comment bien définir les sujets de sorte à ce qu'on puisse les résoudre. Et d'ailleurs, je reprends un peu l'adage qui dit le problème, c'est le problème, mais c'est davantage le cas aujourd'hui. Alors, Centrale Supélec a toujours été reconnu pour son excellence académique. Comment est-ce que ce master spécialisé en leadership et projets innovants parvient à traduire ces exigences en outils concrets directement applicables à toute activité professionnelle? Alors, clairement, alors, vous savez, je vais peut-être faire un petit retour. Alors, moi, à la base, j'étais à Centrale Paris, où j'ai commencé une partie de ma formation, de ma thèse. Et il y a quelque chose d'assez intéressant de rappeler qui est donc ce qu'on a appelé le LMI, les métiers, leadership et métiers d'ingénieur. C'est-à-dire qu'à Centrale, on s'est rendu compte, dans le milieu des années 2000, que le savoir technique seul ne suffisait pas. Donc, c'était à l'époque limite une révolution. Et il y a eu tout un effort, tout un travail pédagogique pour justement doter les ingénieurs de compétences en leadership, en soft skills de manière générale, en l'occurrence de la posture, du problem setting, etc. Donc concrètement, cet héritage qu'on a récupéré côté Centrale Supélec aujourd'hui, depuis la fusion avec Supélec, nous a permis déjà dans la formation d'ingénieurs d'intégrer ce qu'on appelle les ADPL, les ateliers de développement personnel et de leadership, et aussi justement dans le cadre de la formation continue. Donc le programme en l'occurrence dont on parle aujourd'hui a été monté en faisant justement le questionnement l'ensemble des décideurs marocains, c'était en 2014, de sorte à ce qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il faut apporter à nos leaders, à nos managers, de sorte à ce qu'ils soient efficaces et efficients dans leur mode du travail. Et ce qui est ressorti, c'est 3 piliers. À la base, il y a un côté méthodologique dans le management de projet, mais il y avait aussi ce point qui est ce leadership, cette capacité à pouvoir prendre des décisions, de donner une vision à ses équipes et aussi de l'innovation pour pouvoir créer de la valeur. Et donc, concrètement, comment on y répond? On y répond par un cursus qui est celui du LPI, qui le fait d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être aborder le point, c'est la durée qui nous permet justement de travailler ce développement personnel. Le leadership, c'est un développement d'une partie bien précise de la compétence qui est le savoir-être. Si on prend la triptyque de savoir, savoir-faire et savoir-être. Et donc, tout le métier, ou du moins tous les efforts des accompagnateurs et des formateurs dans cette formation, c'est justement d'enrichir, d'empowerer, si vous voulez, ce travail. Et pour ça, il existe des techniques, des méthodologies. On a des intervenants qui ont fait des formations. Alors, c'est pas pour justement un peu montrer un petit peu cette excellence, mais pour souvent d'entre eux, alors j'en ai 2 en tête, ont été formés à Harvard sur les théories qu'on appelle les théories de U à la Chalmers, qui permettent justement d'aller par ce travail d'introspection pour remonter le U, le fameux U, donc il y a une redescente pour justement pouvoir dévoiler leur propre leadership et l'étendre et le diffuser. Il y a des choses beaucoup plus concrètes, notamment la prise de parole en public, par exemple. Vous avez aussi des éléments, notamment quand on va parler de management complexe ou de projet complexe, où là, il y a des techniques, que ce soit en termes de mapping des différents acteurs, des parties prenantes, etc. Donc, c'est un ensemble de sujets qu'on traite dans différents modules, avec différents intervenants, avec différents regards et différentes techniques qui permettent justement à ces collaborateurs et à l'ensemble de ces stagiaires, les gens qui suivent la formation, de
carrément, et ça, c'est quelque chose que j'entends d'année en année, hein, ça fait 10 ans aujourd'hui que cette formation existe, que les gens appliquent le lundi même au sortir de la formation. Donc, franchement, le côté concret, ils le voient, ils en témoignent de manière très prégnante. Vous accueillez justement des profils qui sont assez variés, allant de l'ingénieur au manager d'entreprise. En quoi cette diversité de parcours au sein même d'une promotion constitue-t-elle un levier d'apprentissage? Alors, c'est deux choses. D'un, le fait d'avoir justement cette diversité de profils, c'est justement interpellé dans la salle de cours qui est, moi j'aime bien utiliser ce terme, une salle de cours c'est un sanctuaire. C'est un endroit qui est entre guillemets protégé, où on peut justement se libérer, parler de choses diverses et variées sans qu'il y ait justement cette crainte quelque part que pourraient apporter potentiellement les hiérarchies. Et donc du coup le fait d'avoir cet espace, donc ce sanctuaire où des gens interpellent des situations, des vécus, c'est vraiment ça. Et puis le fait justement d'être dans une cohorte, dans une promotion qui, croyez-moi, ils finissent tous comme étant des amis pour toujours, pour la vie. Donc le fait d'interpeller ces sujets, de pouvoir en parler, de les échanger, ça leur permet justement de pouvoir avancer, etc. Et puis un deuxième point, et ça c'est les études qui le montrent, je pense qu'il y a alors j'oublie un peu cette étude, mais c'est une étude qui a été faite à la Kennedy School de Harvard, qui démontre que plus de 70% de ce qu'on apprend, on l'apprend de ses pairs, pas hier que des pairs. Donc l'interaction, et ça on le voit très bien, je veux dire on n'a pas besoin de faire d'études, mais on le voit en tant que professionnel de la formation, que quand vous mettez un groupe d'une certaine qualité, l'apprentissage est beaucoup plus important que lorsque vous avez un groupe entre guillemets de moindre qualité. C'est-à-dire que le côté descendant a son avantage, il va peut-être poser un cadre, mais ce sont les apprentissages, les discussions latérales et horizontales qui finalement permettent à tout un chacun de vraiment se projeter, de s'approprier les choses et finalement d'en faire soi et du coup justement de pouvoir déployer toutes les compétences, tous les contenus, toutes les techniques et méthodes qu'on peut leur donner. Alors avec 20 mois de formation à temps partiel, le défi c'est de concilier vie professionnelle et reprise d'études, et ce n'est pas une mince affaire. Quel accompagnement spécifique est-ce que vous offrez aux participants pour garantir le taux de réussite que vous avez de 85%? Alors, il y a deux sujets, effectivement. Il y a le sujet de conciliation vie privée et vie professionnelle. Alors, on est déjà, il y a un point, il faut se le dire, on est très vigilant au moment des recrutements, des entretiens pour rappeler ce point. Vous savez, les gens, quand ils ont envie de rejoindre la formation, les choses peuvent paraître surmontables, mais on insiste énormément sur ce point, quel que soit le genre par ailleurs. C'est pas une question de femme ou d'homme ou d'homme ou de femme, c'est quand même des moments de repos, ça se passe les week-ends, et on insiste énormément sur le fait que, attention, c'est une formation qui va prendre du temps. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme organisation pour pouvoir dépasser justement ce point? Et cette organisation, ça peut être, je m'organise avec mon travail, je m'organise avec mon compagnon, ma compagne, de sorte à ce qu'on puisse s'organiser. Donc ça, c'est déjà, il faut avertir. Et puis, il y a aussi la programmation. On essaie de faire en sorte que cette programmation soit le plus souple possible, selon un rythme finalement qui soit un peu soutenable. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est aussi le fait on n'est pas sur une formation avec, entre guillemets, beaucoup de homework. On essaie en sorte d'avoir le plus de formation, le plus d'enseignement, que ça se passe durant les heures qui sont dédiées à la formation. Après, il y a le grand homework qui est la thèse professionnelle. C'est vraiment le sujet qui est hyper structurant et qui va permettre de cristalliser cette formation, où là, bien sûr, ils doivent prendre sur le temps de travail. Mais sur le reste, on essaie vraiment de tout contenir dans les horaires de formation, de sorte à ce que c'est. Et puis, du coup, derrière, la deuxième question qui est celle de dire comment on garantit justement ce taux de réussite, j'ai envie de dire tout simplement, je vais citer quelqu'un d'autre, le résultat résulte. Quand vous avez des personnes qui sont, parce que franchement, ce n'est pas un parcours de formation, c'est vraiment un voyage. C'est parce qu'on travaille sur des leaderships, on travaille sur des développement personnel, c'est des perspectives qui changent, on est dans des logiques de double apprentissage, c'est pas juste un apprentissage technique, mais un mindset qui se change, qui se transforme. In fine, on demande nous demande de former des leaders, et un leader, ça se décrète pas, ça se mûrit. Donc du coup, tout ce travail qui fait que les gens vont s'investir dans cette formation, vont pouvoir appliquer différentes choses, ça se voit dans leur exercice, dans leur formation, et avec des cas de réussite admirables, que ce soit dans des promotions internes ou aussi, il faut dire les choses, de changement d'activité pour aller dans d'autres horizons avec plus de responsabilité, parce qu'ils peuvent justement incarner cette leadership et ils peuvent justement inspirer et porter les programmes. Et Dieu sait que c'est quand même une compétence dont on a beaucoup besoin au Maroc, pour un ensemble de raisons qu'on peut développer si vous le souhaitez. Alors, au-delà des compétences techniques en gestion de projet, le programme insiste sur le développement du savoir-être, comme vous l'évoquiez. Comment est-ce qu'on peut évaluer concrètement l'évolution du leadership et des compétences comportementales d'un candidat tout au long du cursus? Mais écoutez, il y a plusieurs façons de le faire.
Déjà, il y a une appréciation qui est portée par les formateurs eux-mêmes, parce qu'on a quand même des formateurs d'un certain calibre qui vont permettre d'accompagner, de suivre et d'évaluer justement l'ouverture et comment dire le développement personnel de ces candidats. Vous avez aussi un point qui n'est pas négligeable, c'est aussi comme j'avais évoqué assez rapidement là, tout à l'heure, c'est que on décompose aussi les compétences. Par exemple, prenez la prise de parole en public. Ça fait partie justement des savoirs. Et là, effectivement, il y a des choses qui paraissent. Est-ce que, ben voilà, on est à l'aise? Est-ce qu'on prend la parole? Est-ce qu'on est est-ce qu'on est en synchronie avec son public, etc. Vous avez aussi des éléments qu'on va retrouver aussi dans la thèse. La thèse professionnelle, il faut peut-être mesurer un petit peu l'importance de ce dispositif d'évaluation tout au long du parcours. Parce que non seulement il y a un vrai travail déjà d'apprentissage, de compréhension d'une méthode de recherche, mais aussi d'approfondissement de certains domaines. Donc, c'est vrai qu'on a des éléments qui sont peut-être d'ordre théorique, ou qui paraissent d'ordre théorique, mais croyez-moi, quand on fait le travail de recherche, donc c'est les thèses professionnelles, selon les canaux de la recherche, à savoir bien comprendre, problématiser, faire toute cette revue de littérature, comprendre aussi comment se déroulent notamment des sujets de leadership dans un cas particulier, c'est-à-dire en entreprise ou dans un écosystème particulier, bah, les gens comprennent, mesurent et ce travail-là, il est évalué. Et enfin, j'ai envie de dire, il y a aussi un certain nombre d'exercices, par exemple le projet d'innovation, où là les gens aussi expriment certaines choses, où finalement, parce que d'ailleurs, l'association Leadership et Innovation n'est pas non plus un hasard. C'est aussi un point sur lequel il est important de mesurer comment est-ce que finalement vous arrivez à pousser au plus loin possible un projet ou un sujet innovant. Ben là, il faut quand même un certain nombre, certaines capacités ou certaines compétences en leadership pour y arriver. Justement, les chiffres montrent que 80% des stagiaires trouvent une évolution de poste avant même la fin du cursus. Exactement. Quels sont les retours les plus marquants des entreprises partenaires concernant la valeur ajoutée apportée par vos diplômés? Franchement, j'ai envie de dire, les choses les plus marquantes sont toujours les choses les plus simples. Moi, c'est les témoignages du style cette personne s'est transformée. Cette personne n'est plus la même, elle n'aborde plus les sujets de la même manière, elle est beaucoup plus inclusive dans sa façon de travailler, etc. Et j'ai envie de dire, les témoignages sont nombreux, sinon unanimes. Alors, bien sûr, unanimité par rapport à ceux qui font le travail. Je ne vous cache pas que dans toute formation, il y en a peut-être qui vont pas faire joue pas le jeu jusqu'au bout, et soyons honnêtes là-dessus. Mais ceux qui vraiment jouent le jeu, etc., ils le disent tous. Alors, on a fait un exercice récemment de rencontre des anciens. J'étais toujours impressionné par les mots forts des ambassadeurs, de ceux qui ont suivi la formation, qui se sont dit « nous sommes des leaders avec beaucoup d'assertivité » et ce que je n'ose même pas dire. Et le deuxième point, moi, qui me touche particulièrement aussi, c'est quand on a notamment les lancements de cette formation, on a un petit rituel qui est celui d'inviter les anciennes promotions et de les faire partager à ceux qui commencent la nouvelle formation, de leur dire voilà, c'est important, voilà où vous devez chérir telle et telle formation, telle et telle attitude, etc. Et je suis marqué, frappé par une sorte de stabilité et de continuité dans le discours entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Parce que c'est des promotions qui se croisent quasiment pas. Et ils ont exactement le même discours. Peut-être c'est l'assurance qualité qui veut que ça, finalement, on sort plus ou moins le même produit. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est assez marquant. Donc, pour répondre à votre question en termes de quels sont les témoignages, vraiment, c'est un témoignage aussi simple. Sinon, bien sûr, on a des fois des témoignages officiels et solennels de personnes qui ont pu prendre des positions et qui on leur a confié des positions alors qu'ils n'étaient pas forcément, ou du moins, on ne semblait pas être prédestinés à les prendre. Pour conclure, comment est-ce que vous envisagez le rôle de la formation continue chez Centrale Supélec Exed Casablanca dans l'accompagnement des futures mutations économiques, que ce soit au Maroc ou plus largement sur le continent africain? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, alors je prêche pas pour ma paroisse, mais la formation continue est un must-have aujourd'hui. Le monde évolue d'une manière tellement rapide, il faut quand même insister dessus. Il y a tellement de changements qu'il faut revenir quelque part dans le banc des écoles, non pas pour apprendre en soi, parce que l'apprentissage, vous pouvez le faire par vous-même. Vous avez des tutos, vous avez des e-learning, vous avez des Coursera, d'ailleurs dont on est partenaire. Vous avez peut-être de l'IA qui peut générer des choses. Mais ce qui est très important dans la formation continue, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle la méthodologie. Et la méthodologie, c'est pas la méthode. C'est pas celle-là que je vise. C'est le paradigme derrière chaque savoir. Je peux vous montrer comment fonctionne quelque chose, mais si je ne vous explique pas quels sont les principes derrière,
je pense qu'on est en train juste de singer certains résultats. Et l'avantage d'être sur, notamment du présentiel, c'est de comprendre l'esprit des démarches. Et c'est ce qu'on veut demander, et c'est ce qu'on doit demander davantage à un prof, parce que aujourd'hui, en tant que prof, professeur, comment est-ce qu'on peut concurrencer l'IA en termes de réservoir de savoir? Je pense que la bataille est perdue d'avance. Par contre, expliquer à des personnes que voilà quelle est la portée, quels sont les enjeux, comment est-ce que ce savoir est structuré, comment challenger les choses, comment développer un esprit critique. C'est là où finalement, encore heureux qu'il nous reste quelque chose dans ce monde de technologie, c'est là où quelque part, nous, en tant que formateurs, on peut apporter. Et donc, du coup, pour répondre à votre question de manière importante, concrète, c'est ce type d'approche, d'esprit critique, d'innovation aussi, parce qu'il faut être aussi penser les nouvelles lignes de fuite à partir d'un existant. C'est aussi ce côté de challenger les choses, de ne pas prendre les choses par acquis, de pouvoir aussi un petit peu, faut dire les choses, souffrir un peu pour apprendre. Je veux dire, l'effort est quand même un apprentissage. Et c'est là où on apprend les choses. C'est avec ça qu'on va pouvoir développer et aller au-delà de cette illusion que le savoir est disponible, etc. Et j'aime bien reprendre encore une petite citation que j'avais trouvée une fois quand je suis arrivé à Centrale, qui disait on fera de vous de la crème et ce ne sera pas de la tarte. Moi, je le répète toujours, c'est très important qu'il y ait cet effort, qu'il y ait cet apprentissage, qu'il y ait ce temps passé, qu'il y ait cette durée devant moi, de sorte à ce que les personnes, les gens puissent ressortir avec quelque chose qu'ils ont eux-mêmes produit pour faire face aux challenges et aux enjeux d'aujourd'hui. Nassef Hamimda, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes directeur de la formation continue à Centrale Casablanca. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro d'InfoGuest.